Pour ce dernier numéro des webinaires Parlons Sciences ouvertes que vous propose le CCSD pour cette année 2025. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Yannick Barborini, mon collègue du CCSD, qui est responsable de développement et conception HAL et directeur technique du projet Alliance. Nicolas Larousse, qui est responsable du pôle conique, alors communauté, je suis désolée. À Humanum. Autant pour moi, ça y est, j'y retrouve le là. Responsable du pôle, donc coordination nationale et internationale des communautés. Excuse-moi, Nicolas, pour cet impair. Et enfin, Amandine Vatelier-Bricou, qui est chargée de recherche pour le projet ERC Dharma du Centre d'études sud-asiatiques et himalayennes au CNRS et qui est également ambassadrice HAL. Donc, merci à vous d'être présent aujourd'hui pour ce dernier webinaire consacré donc aux enjeux et bonnes pratiques du lien entre publication et données. Et nous allons donc vous proposer un regard croisé entre donc les services proposés conjointement par HAL et Nakala et puis un retour d'expérience du projet Dharma donc, que va vous présenter Amandine. Donc, on va commencer doucement ce webinaire. Vous allez pouvoir utiliser à la fois le chat et le module questions-réponses pour vos questions. Donc, merci d'être nombreux aujourd'hui pour ce dernier numéro. Je voulais commencer ce webinaire avec une anecdote que certainement nous partageons, vous partagez. Donc, on imagine cette scène que bon voilà qu'on connaît, que nombreux d'entre vous connaissent certainement, ingénieurs, chercheurs, professionnels de l'IST, jeunes chercheurs, chercheurs plus aguerris, et qu'une situation que vous avez certainement déjà vécue, vous tombez sur un article passionnant, publié dans une revue de référence il y a 2 années de cela, les résultats sont prometteurs, mais pour les reproduire et les approfondir, vous avez besoin des données brutes. Vous cherchez le lien vers le jeu de données, mentionné dans l'article. Il pointe vers un serveur local. Malheureusement, désormais, il est fermé. Donc le lien est inactif. Vous contactez les auteurs qui vous répondent euh, qu'ils ne les ont plus sous la main. Donc ce scénario-là, vous le connaissez et ce n'est pas une exception. Donc je voulais vous présenter cette petite scène aussi pour, voilà, pour qu'on ait tous en tête ce genre de situation et aussi pour vous rappeler que le partage de données de recherche représente un enjeu majeur pour la communauté scientifique. Et d'ailleurs en France, si vous consultez le baromètre de la science ouverte qui a été publié en début d'année, ce baromètre montre que les publications françaises de 2023 mentionnent la production de données que parmi les publications françaises qui mentionnent la production de données, seulement 25% d'entre elles font état d'un partage effectif de ces données. Et pour les codes et les logiciels, ce taux descend à moins de 20%. Pourtant, les données jouent un rôle croissant dans la recherche. En 2023, plus de 70% des publications françaises, d'après le BSO, mentionnent l'utilisation des données, avec évidemment des disparités importantes selon les disciplines. Dans les sciences humaines et sociales, la situation est effectivement plus contrastée. Euh, Si ces disciplines utilisent largement des données, alors en sciences humaines, il est question de 48% des publications qui euh, utilisent des données, et 58% en sciences sociales, elles affichent des taux de partage beaucoup plus faibles. Seulement 4% des publications en sciences humaines et 5% en sciences sociales mentionnent un partage effectif de leurs données. La présence de Data Availability Statements reste également marginale, loin des 60% observés en chimie, par exemple. À l'échelle internationale, une enquête d'Ithaca S plus R de 2023 confirme cette tendance. Moins de 20% des chercheurs en humanité déclarent partager régulièrement leurs données de recherche. Ces écarts s'expliquent notamment par la nature souvent qualitative des données en SHS, les enjeux éthiques liés aux données personnelles et une culture disciplinaire où la notion même de données reste parfois discutée. Pourtant, le partage de données représente des avantages concrets. Une étude publiée dans PLOS ONE en 2020 démontre que les articles incluant un lien vers des données déposées dans un entrepôt bénéficient d'un avantage de citation pouvant atteindre 25%.
Pourquoi donc le lien de publication donnée est un enjeu structurant? Donc ces constats révèlent que le lien donc, entre publication et données n'est pas qu'une simple formalité administrative. Il engage la manière même dont la recherche se documente, se partage, se diffuse, se valide. Traditionnellement, l'article scientifique présente les résultats tandis que les données servent à les valider. La publication devient ainsi un vecteur essentiel pour rendre les données trouvables, compréhensibles et réutilisables. Cette complémentarité entre articles et données suppose des infrastructures capables de les relier durablement. Et c'est précisément ce que permettent les identifiants pérennes, les métadonnées structurées, les protocoles d'interopérabilité que nous allons explorer aujourd'hui. Comme le souligne le rapport Décliner la science ouverte, ces dispositifs ne peuvent cependant pas se déployer de manière uniforme. Ils doivent s'adapter aux cultures épistémiques, aux pratiques disciplinaires et au contexte institutionnel. C'est pourquoi ce webinaire propose de croiser les perspectives d'une archive ouverte nationale, de notre archive ouverte nationale HAL, d'un entrepôt de données SHS Nakala et d'un projet de recherche qui met en œuvre ces liens au quotidien, le projet d'ARMA. Face à ces enjeux, les institutions ont mis en place des dispositifs d'accompagnement. Depuis 2019, l'ANR exige effectivement un plan de gestion de données pour tous les projets financés, suivant le principe aussi ouvert que possible, aussi fermé que nécessaire. Les services d'appui à la recherche jouent dans ce contexte un rôle croissant. Une enquête du GTSO Couperin sur les données, publiée en 2021, dresse un panorama des services d'accompagnement à la gestion des données proposés par les bibliothèques universitaires et services d'information scientifique, révélant une montée en compétences de ces structures. Enfin, comme le soulignent deux auteurs, donc Antune et Hill, dans leur ouvrage de 2025 que vous trouverez sur HAL, l'intégration croissante de l'informatique dans la recherche exige une attention particulière au workflow et à la documentation pour assurer la reproductibilité. C'est avec cette conscience des enjeux, à la fois pratiques et conceptuels, que nous avons réuni trois perspectives complémentaires. Et c'est ce que nous vous proposons d'explorer avec Yannick, Nicolas et Amandine, qui vont vous présenter des solutions possibles en pratique. Au fil de ce webinaire, nous aborderons les leviers, quels sont les outils, les bonnes pratiques permettant de renforcer ces liens, un retour d'expérience ainsi que, en tout premier lieu, le contexte national dans lequel s'insère la solution que vous proposent HAL et Nakala. Donc, un temps d'échange sera consacré à vos propres défis et aux bonnes pratiques. À l'issue des présentations, la première partie de ce webinaire animé par Yannick et Nicolas, et ensuite à l'issue de la présentation d'Amandine sur la deuxième partie de notre rendez-vous. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat tout au long du webinaire. Il y a un module questions-réponses pour cela. Nos équipes à la modération, que je remercie vivement de leur participation aujourd'hui, nous permettront de proposer à l'oral ces questions. Nous aurons des difficultés à ouvrir les micros dans la mesure où vous êtes nombreux aujourd'hui et donc nous privilégierons les questions qui seront posées par écrit. Donc après ces quelques mots, sans plus attendre, explorons ensemble comment transformer ces défis en opportunités pour une recherche plus robuste, plus collaborative, plus reproductible et plus visible. Donc je donne la parole à mon premier intervenant qui va maintenant vous présenter le contexte. Donc Yannick, c'est à toi. Merci. Oui, donc en fait, on va présenter avec Nicolas. Donc Nicolas, tu n'hésites pas à me compléter ou à intervenir quand tu le souhaites, hein. Donc juste pour démarrer, on va faire un petit peu oui, un petit peu de contexte. Alors juste pour rappeler, mais bon, c'est peut-être pas nécessaire de trop s'attarder, que HAL est l'archive ouverte nationale pluridisciplinaire, que c'est un entrepôt numérique, auto-archivage par les auteurs, et que c'est un acteur majeur des deux plans nationaux pour la science ouverte. Là, aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser sur les données, sur pourquoi ouvrir les données et aussi comment on peut associer dans HAL et des données qui seraient présentes dans des entrepôts tels que Nakala. Donc c'est vrai que, comme le disait Hélène, il est essentiel aujourd'hui d'ouvrir les données de la recherche pour justement renforcer la transparence et la reproductibilité du processus scientifique, parce que sans les données, on ne peut pas rejouer et s'assurer que des résultats qui ont été trouvés dans une publication sont reproductibles.
Euh, Forcément, ça permet de favoriser la réutilisation des données par la communauté scientifique et par les citoyens. Donc, ouvrir, c'est vraiment essentiel dans le processus de recherche aujourd'hui. Euh, Voilà, permettre la critique constructive, donc que n'importe qui soit en mesure de pouvoir regarder, comprendre comment des résultats ont été faits pour pouvoir les critiquer de manière constructive pour pouvoir vraiment comprendre et permettre cette réutilisation et reproductibilité. Bien sûr, toujours pareil, hein. Donc on va peut-être passer, mais ça améliore la traçabilité, le potentiel de réutilisation, accroît la visibilité et la reconnaissance des producteurs et de leur établissement. Aujourd'hui, c'est vrai que les données sont rarement, on cite rarement les personnes qui ont contribué à la production des données. Donc le fait de rendre et d'ouvrir ces données ouvertes permet aussi de permettre une meilleure reconnaissance des producteurs et des établissements qui aident à la production des données de recherche. Et bien sûr, bah ça, comme le disait Hélène, une publication qui est accompagnée de données davantage citées. Donc ça, c'est un axe quand même très important sur l'ouverture des données de recherche. Voilà. Puis, bon, dernier point, ça favorise l'interdisciplinarité et la collaboration académique. Ça, c'est une slide qu'on présente souvent en indiquant que dans la recherche, c'est vrai que pendant longtemps, on avait juste les publications, mais en fait, il y a vraiment trois piliers de la science ouverte pour une meilleure transparence et reproductibilité. Ce sont les publications d'un côté, donc tous les articles qui décrivent les résultats établis par les chercheurs, les données qui permettent de produire ces articles, et aussi les logiciels. Donc aujourd'hui, on a ces trois piliers de la science ouverte. Et c'est vrai que dans HAL, on essaye de traiter ces différents objets. Alors, soit ils sont dans HAL, et dans ce cas-là, on permet de créer des relations, soit ils sont en dehors, comme par exemple des données qui seraient dans Nakala, et on essaie de favoriser justement l'interconnexion entre ces éléments de recherche. Vas-y, Hélène. Donc le deuxième plan national pour la science ouverte, bon, il parle de la généralisation de l'accès ouvert aux publications, mais ce qui est déjà en place depuis longtemps au sein de HAL, structurer, partager, ouvrir les données de la recherche, promouvoir aussi et ouvrir le code source des produits par la recherche, et faire de la science ouverte le principe par défaut. Et donc, un des aspects importants de ce deuxième plan national pour la science ouverte, c'est la construction d'un écosystème qui permet de relier les codes, les données et les publications. Et donc, c'est vrai que dans ce deuxième plan pour la science ouverte, il était vraiment indiqué le fait de créer cet écosystème en prenant pour exemple HAL pour les publications, Recherche DataGouv pour tout l'aspect données et Software Heritage pour le code source, code logiciel. Et donc, bah, c'est dans ce contexte-là qu'on a travaillé avec les entrepôts. Alors, on a travaillé avec Recherche DataGouv, bien sûr, mais en fait, on a aussi travaillé avec Nakala. On va vous expliquer un petit peu l'histoire, comment on en est arrivé à créer bah, l'interconnexion entre ces deux plateformes, et ce que l'on souhaite faire avec les autres entrepôts de données pour essayer d'avoir les publications et d'avoir les liens vers les données associées et les codes logiciels. Tu veux rajouter quelque chose, Nicolas, sur le contexte? Non, non, Ok, c'est parfait, merci. très bien. Alors, concernant la collaboration entre HAL et Nakala, donc en fait, l'histoire a commencé en 2019 dans le cadre d'un projet EOSC Pilar. Donc, c'est un projet qui visait à coordonner les efforts nationaux en matière de sciences ouvertes dans différents pays d'Europe, et de préparer à la mise en œuvre de l'EOSC. Et donc, c'était partager les meilleures pratiques euh, qui se réalisaient au sein d'une discipline, et de pouvoir
enfin, étudier la possibilité d'approche interdisciplinaire. Et, euh, et dans le cadre de ce projet, en fait, il y avait une tâche qui consistait à réaliser une preuve de concept pour pouvoir lier des données qui seraient présentes dans Nakala, donc l'entrepôt de données en SHS, et les publications scientifiques présentes dans HAL SHS principalement. Et donc ça, c'était vraiment le sujet de enfin, la tâche qui nous a en fait permis de commencer à travailler sur ces échanges de relations. L'idée n'était pas de déplacer ou de déposer les données, enfin de les transférer dans HAL, c'était vraiment de voir deux objets, des publications présentes dans HAL et des données présentes dans Nakala, et comment faire en sorte que on arrive à lier ces objets pour justement avoir tout ce contexte pour l'utilisateur, la personne qui vient consulter la publication et qui a accès aussi à l'ensemble des données qui sont liées. Euh, donc, si tu peux juste passer, voilà, donc le, le travail lors de ce projet Hospila a permis de mettre en place une preuve de concept qui permettait justement de relier des publications HAL et des données qui étaient présentes dans Nakala en utilisant forcément, en essayant d'utiliser en fait un vocabulaire commun pour pouvoir décrire le type de relation. Donc pour ça, en fait, on a regardé ce qui existait et on est parti sur le langage, enfin sur les standards DataSide qui proposaient déjà toute une série de types de relations. Et puis après, on a essayé de voir comment on pouvait faire cet échange de relations. Donc, par exemple, on a eu un utilisateur dans HAL qui lie une donnée à une publication qui est présente dans HAL. Comment cette information, on peut l'envoyer dans Nakala pour qu'il ait l'information et qu'il soit en mesure aussi de créer la relation réciproque. Et en fait, on s'était tourné parce que ouais, on s'était tourné vers un protocole qui s'appelle Mercure mais qui faisait complètement le travail. Mais c'est vrai que c'est un protocole plutôt technique qui est utilisé plutôt pour des outils de communication en temps réel. Et c'est vrai que ça nous a permis d'avoir un démonstrateur, d'avoir quelque chose de fonctionnel. Mais voilà, on s'est arrêté là parce que c'est pas quelque chose qui est reconnu au niveau international pour justement vraiment le cas d'usage de transfert de relations pour lier des données et des publications. Et donc, bah, ça nous a permis quand même d'avoir cette réflexion et d'essayer de voir quelles étaient les contraintes. Et voilà. Donc, on a réussi à mettre en place cette preuve de concept. Elle est restée à l'état de preuve de concept parce que justement, bah, il y avait ces questions sur le protocole de communication qui n'étaient pas complètement validées. Et puis après aussi parce que, alors c'était aussi des questions côté HAL. Côté HAL, en fait, on n'était pas en mesure de mettre en production ce service parce qu'il fallait qu'on fasse quand même pas mal de réorganisation parce que dans HAL, il existait déjà des possibilités de créer des relations. Donc, on a voulu remettre un peu à plat tout ce système de création de relations avant de travailler sur l'échange avec les entrepôts partenaires et notamment Nakala. Voilà, donc, à partir à la fin du projet Hospilar, c'est vrai qu'au CCSD, on a eu un financement pour un équipement structurant pour la recherche, donc le projet Alliance, donc qui permet, entre autres, d'enrichir l'offre de services à destination des utilisateurs, d'aligner HAL sur les recommandations critères d'excellence de la science ouverte. Donc, c'est un projet qui a démarré début 2022 jusqu'à juin 2027. Et ce projet, il est découpé en différents lots work package. Comme vous pouvez le voir sur la slide suivante, on a 9 work packages. Mais là, l'objectif de cette réunion d'aujourd'hui, c'est pas de vous présenter tous ces work packages, mais seulement la slide suivante, s'il te plaît, seulement le work package 7 qui consiste à lier les publications et les données de la recherche. Donc ça, c'est vrai que ce travail, il était dans la continuité du travail qu'on a débuté dans le cadre du projet Hospilar.
Et là, en fait, on avait pour ce work package, en partenaire, on avait INRAE, les personnes d'INRAE qui travaillaient. L'objectif initial, c'était de travailler sur la relation entre HAL et Data INRAE. Puis, entre-temps, le contexte a évolué. Donc, Data INRAE s'est intégré dans Recherche DataGouv. Et donc, on a continué ce travail avec l'équipe d'INRAE pour mettre en relation les publications de HAL et les données qui sont présentes dans Recherche DataGouv. Donc ce work package, en fait, il est aussi bien, il a traité toutes ces questions de remise en forme et remise en ordre des relations telles qu'elles étaient créées dans HAL, et puis aussi le travail de comment on allait travailler avec des entrepôts de recherche, dont Recherche DataGouv et Nakala, pour justement voir comment on pouvait mettre en place ce système de communication. Donc, concrètement, bah, ça, c'est quelque chose qui est sorti en début 2025. On a mis en place on a remis à plat tout le système de création de relations en partant sur tous les résultats du projet Hospilar, donc avec un formulaire dédié pour la création de relations, avec la possibilité de typer la relation en utilisant bah, bien sûr la liste des relations de recherche pardon, de DataSite. Avec aussi, on a voulu mettre en place des systèmes d'aide à la saisie pour les utilisateurs. Donc, on propose justement de sélectionner l'entrepôt où l'utilisateur sait où se trouve la donnée. Donc là, par exemple, on a la possibilité de lier une publication avec des données qui sont présentes dans HAL, dans Nakala, dans Recherche DataGouv ou dans d'autres entrepôts de données. Donc, une fois qu'on a mis ça en place, on a mis aussi en place des systèmes d'aide à la saisie pour faciliter la saisie et éviter les erreurs de saisie, parce que c'est toujours assez compliqué enfin, bon, ça, cette expérience, on sait que la saisie libre favorise les erreurs, donc on a mis en place un système d'aide à la saisie où on a une sorte d'autocomplétion. Donc là, ça fonctionne avec la Cala Recherche DataGouv, où on va interroger leur système et leur base interne. Après, on a mis aussi tout un ensemble de systèmes qui nous permettent de valider. Donc, si par exemple on a des données, on vérifie qu'ils existent bien, enfin qu'ils sont corrects, qu'ils existent bien, qu'ils pointent bien vers une donnée existante. Pareil avec Software Heritage, si vous mettez un identifiant de Software Heritage, on vérifie qu'il existe bien dans l'archive de Software Heritage. Et après, on a aussi mis en place des systèmes pour récupérer des citations. Tout ça pour ajouter du contexte pour l'utilisateur, pour vraiment que lorsqu'il consulte une publication, il ait accès à l'ensemble des données liées avec leur présentation et la citation qu'on récupère automatiquement sur soit les, euh, les entrepôts partenaires ou sur des systèmes de citation.doi.org. Euh, donc ça, c'était le premier sujet, première partie du projet, donc revoir la manière dont on crée ces relations. Et puis la deuxième partie, ça a été comment est-ce qu'on maintenant on présente ces relations à l'utilisateur. Donc ça, on a travaillé sur l'interface de consultation d'une publication en intégrant et en indiquant l'ensemble des données qui étaient liées à la publication. Donc là, vous pouvez voir sur la droite une page d'une publication avec des liens vers des données qui sont présentes dans Nakala. Donc bien sûr, on a essayé de mettre en place aussi le plus de fonctionnalités possibles. Par exemple, Nakala propose des prévisualisations des données. Donc en fait, on intègre dans HAL les prévisualisations que propose Nakala. Donc ça permet aussi de pouvoir voir quand il y a des images haute définition, bah, c'est vrai que Nakala propose des serveurs 3IF. Donc il y a tout un ensemble de choses qu'on intègre en provenant des services de Nakala. On a aussi travaillé sur l'exposition de ces relations dans les différents formats d'export et aussi dans les champs d'API de HAN. Donc, tout ça pour essayer d'augmenter la visibilité des liens entre publication dans HAL et les données qui sont liées. Donc ça, c'était le deuxième partie du projet. Et puis la troisième partie, bah, c'est très bien, on a ces relations qui sont créées, qu'on a dans HAL maintenant. Est-ce qu'il n'existerait pas un moyen de les diffuser à l'entrepôt partenaire, donc une relation entre une publication HAL et un jeu de données dans Nakala,
ben, ça serait bien de signifier à Nakala une publication est liée à un jeu de données qui est présent dans leur base. Et donc là où on était parti sur un protocole qui n'était pas forcément standard, il y a eu aussi il y a eu une émergence d'un protocole qui est venu et qui répondait vraiment parfaitement à ce besoin, qui s'appelle le protocole Core Notify et qui est porté par l'organisation COAR, qui est la Confédération des Open Access Repositories. Donc ça, c'est une organisation qui est internationale, qui fédère plus de 160 entrepôts et institutions dans plus de 50 pays. Les objectifs de cette organisation, c'est de promouvoir l'accès ouvert et de créer en fait un écosystème en améliorant l'interopérabilité entre les entrepôts. Donc, ils ont mis en place différents standards. Donc, ils ont par exemple une liste de la typologie des objets, des documents ou oui, une typologie d'objets. Et ils ont aussi travaillé sur la mise en place d'un protocole qui s'appelle Core Notify, qui permet d'améliorer l'interopérabilité entre les entrepôts. Voilà. Donc, c'est un protocole euh, qui, euh, qui qui est utilisé pour différents cas d'usage. Ça, je crois qu'on en parle dans la slide suivante. Euh, ouais, voilà, donc c'est un protocole ouvert qui est donc développé par Coire et qui permet l'échange entre des entrepôts euh, et des entrepôts de données, archives logicielles. Et en fait, c'est un protocole qu'on utilise dans HAL depuis quelques temps pour communiquer entre HAL et des serveurs de relecture comme Epicence ou PCI. Donc en fait, ça permet vraiment d'avoir une sorte de langage commun qui permet en fait à des entrepôts de se comprendre et de pouvoir communiquer des informations entre eux. Et donc, ce protocole-là propose différents cas d'usage et un usage qui est très intéressant et dans notre cas pour les échanges de relations, c'est en fait euh, le cas d'usage qui permet de notifier, de permettre de signaler des liens entre ressources, par exemple entre des publications des données, publications logicielles, voilà. Donc en fait, donc on a vu que ce protocole répondait complètement aux besoins que l'on avait, qui était de pouvoir échanger une information entre entrepôts, en plus basé sur des technologies ouvertes et puis porté par Quark, donc au niveau international, qui est en plus de plus en plus intégré dans les entrepôts, dans les logiciels type Dataverse, DSpace ou autres. Donc on s'est dit que ça pouvait être une excellente solution pour justement faire ce travail d'échange de relations. Et donc voilà. Donc là, je crois que je vais passer la main à Nicolas. Ben, merci Yannick. Donc moi je vais compléter par une vision du côté du Manum et de Nakala, hein. Donc comme vous l'a dit Yannick, on a commencé à travailler il y a fort longtemps sur ce projet. C'est à la suite de la fin du projet européen, on s'est rendu compte que oui, il y avait pas mal de choses à faire au niveau de nos plateformes et de nos systèmes d'information pour pouvoir mettre en œuvre en production ce qu'on avait élaboré pendant le projet. Et nous, on a fait aussi pas mal de travail du côté de Nakala. Et entre autres, comme l'a dit Yannick, ben, on est passé aussi au même protocole, ce qui fait qu'on a potentiellement, on a un écosystème même national déjà qui est assez fourni, qui va nous permettre de pouvoir échanger entre différentes plateformes. Alors, des liens entre HAL et Nakala, il y en avait auparavant, avant qu'on mette en œuvre ce système. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait? Comme on n'avait pas, et comme l'a dit Yannick, comme on n'avait pas donné d'instructions claires et qu'on n'avait pas fourni des moyens objectifs pour le faire, finalement, ça se retrouvait dans un peu tout. Dans les DC termes relations, qui est le bon endroit, enfin un bon endroit possible. DC termes description, qui est un peu moins bien, mais ça peut se comprendre aussi, et parfois même dans le titre. Donc, on avait effectivement des relations un peu partout qui étaient exprimées.
de manière textuelle en général, et donc ça veut dire que c'est pas du tout de manière normalisée et relativement difficile à exploiter, puisque il fallait aller les chercher à l'intérieur de ces champs-là et essayer de les remettre en ordre, hein. Alors, à noter que Google, pendant des années, a fait ça aussi, hein. Si vous connaissez le Google Data Search, ils essayaient, à partir de Google Scholar, de mettre en relation des jeux de données qui étaient dans Google Data Search et des articles qui étaient dans Google Scholar. Alors, ça marchait plus ou moins bien, hein, mais il y a des fois, ça marchait, ça faisait n'importe quoi. Mais parfois, ça parvenait à retrouver, en fait, dans Google Data Search le bon jeu de données. Mais c'était pas du tout fait de manière cohérente et normalisée. La suite. Alors, de notre côté de Nakala, comment est-ce qu'on fait? Ben, c'est pareil, on a donc mis en place un formulaire, hein. Donc, quand vous vous connectez dans Nakala, maintenant, vous avez possibilité vous avez l'option de mettre des relations vers d'autres données. Alors, nous, on permet les relations entre données de Nakala. Il y en a pas mal, hein, aujourd'hui, des relations qui permettent d'exprimer le fait que bah, les données sont dérivées ou ont une origine commune ou des choses comme ça. Et depuis juin, là, Yannick, tu n'as pas dit quand est-ce qu'on avait mis ça en place, mais c'est depuis juin de cette année, on peut faire des liens vers HAL. Alors, la suite, s'il te plaît, Hélène. Donc, comment est-ce que nous, on a fait pour mettre ça en œuvre dans Nakala? Ben, en fait, on a créé un ensemble de métadonnées spécifiques, hein, qui sont internes à Nakala et qui nous permettent en fait de fabriquer cette relation non ambiguë entre les dépôts de Nakala et les entrepôts externes, comme HAL, bon, et évidemment, plus tard, pourquoi pas, vers Software Heritage, qui est en train de passer lui aussi à Core Notify et d'autres entrepôts. Donc, tout est possible. Alors, on a utilisé, comme l'a dit Yannick, un vocabulaire normalisé, hein, de DataSite. DataSite, c'est eux qui donnent les identifiants DOI pour les données. Et bah, par exemple, quelque chose qui est visible pour des machines ou des êtres humains qui voudraient y avoir accès, l'API de Nakala a été modifiée pour pouvoir justement récupérer ce type de relation. Donc, on a été obligé de modifier en profondeur, en fait, quand même, la manière dont on faisait les liens auparavant à l'intérieur de Nakala. Suivant. Alors, une fois que on a fait cette modification, une fois que le lien est créé vers un objet HAL, alors vous voyez qu'on peut le créer depuis HAL ou depuis Nakala, hein, c'est tout à fait équivalent. Évidemment, on échange les relations, comme l'a dit Yannick, et nous, de notre côté, on publie ces informations dans des métadonnées DataSite. Et en fait, DataSite repère ces métadonnées, repère ces liens, grâce au vocabulaire DataSite que l'on a employé d'ailleurs. Et donc, il va créer ce qu'on appelle dans le jargon DataSite un event. Et donc, ça va permettre en fait de donner d'une certaine manière une visibilité supplémentaire à ce lien données-publication tel que on l'a conçu. Donc, avec, comme Yannick vous l'a dit, on le donne de la visibilité depuis les interfaces, depuis les API, depuis différents endroits dans les deux plateformes. Mais là aussi, on utilise donc DataSite, qui est quand même bon, largement moissonné, utilisé, agrégé, pour donner plus de visibilité. Et slide suivante. Et en fait, pendant le projet EOSC Pilar, on avait identifié un protocole, pardon, pas du tout un protocole, un standard qui permet en fait de décrire ces liens données-publication. Donc, il n'y en a pas tant que ça aujourd'hui. Et celui-là, il est très, très simple, hein, il s'appelle Scolix. Et donc, ça permet en fait de publier le lien données-publication et que ce soit consommé par une machine. Donc là, encore, l'idée, c'était que on puisse donner plus de visibilité et que ça se retrouve dans des endroits qui comprennent le Scolix et qui moissonnent ce Scolix. Par exemple, Scol Explorer, hein, qui est un outil qui a été fait par OpenAir. Et ce lien données-publication se retrouve aussi dans le graphe d'OpenAir. Donc, vous voyez un exemple de valorisation de ces liens données-publication. Alors là, au point de vue très machine, hein, mais en fait, c'est comme ça aussi qu'on a conçu ce lien données-publication de façon à maximiser
la diffusion et surtout d'avoir des données non ambiguës, des liens non ambigus que l'on maintient dans le temps. Ça, c'est important aussi, Yannick. On n'a pas mis l'accent là-dessus, mais s'il y a une modification d'un côté, du côté de HAL ou du côté de Nakela, évidemment, on répercute cette modification par l'échange de relations et donc la mise à jour est faite immédiatement. Voilà, lien suivant. Alors donc ça, je vous ai dit que ça se retrouvait donc de ce fameux Skull Explorer. Alors ce Skull Explorer est vraiment destiné à montrer les liens données-publication. Ça fait quelques années que ça existe, qui a été développé par OpenAIRE. Et donc, bah voilà un exemple. Alors, évidemment, c'est très machine, hein, mais il y a une interface aussi quand même, hein, pour que vous puissiez aller consulter. Et donc, c'est aussi consommé par d'autres grands agrégateurs. Et donc, voilà tout le substrat en fait technique qu'on a donné à cette information, à ces systèmes. Donc voilà, en résumé, hein, depuis Nakala, vous créez le lien entre la donnée et la publication. Évidemment, on pouvait le faire depuis HAL aussi. On envoie les liens vers HAL, on publie dans DataSite, ça crée un event, c'est publié en SkullX, et après, c'est consommé et exposé par Skull Explorer et d'autres aussi, d'autres agrégateurs. Voilà. Alors, euh, on va faire la même chose dans le cadre de notre Equipex Commons avec les plateformes de Open Edition. Alors, en premier lieu, Open Edition Books et Open Edition Journals. Et donc, on a un Equipex qui s'appelle Commons qui collabore très fréquemment avec Alliance, hein. On est quand même très, très souvent en relation. Et donc, l'idée, c'est d'utiliser en fait tout ce qu'on a fait dans la création du lien entre Nakala et HAL pour faire des liens avec les plateformes d'open edition. J'ai pas indiqué ici hypothèse, mais c'est dans les objectifs qui seront peut-être un peu plus lointains. Là, aujourd'hui, on est plutôt concentré sur les deux plateformes phares en fait de open edition. Et pour tout ça, on utilise en fait les outils fournis par Metop, hein, en particulier le schéma qu'on appelle TUI Commons, qui nous permet en fait de matérialiser ce lien données-publication. Alors, tout comme HAL, tout comme Nakala, bah, Open Edition a été obligé aussi de revoir évidemment l'organisation de son système d'information pour pouvoir intégrer dans la chaîne de production ce lien données-publication. Donc, pour l'instant, c'est pas encore en production. On est en train de développer un prototype qui sera opérationnel l'année prochaine. Et donc, on va utiliser évidemment le même protocole, hein, toujours, qui nous permettra de communiquer avec Open Edition. Et on va utiliser évidemment les mêmes façons d'utiliser ce protocole, parce qu'il y aura éventuellement plusieurs façons de l'utiliser, mais on va rester normalisé entre nous pour que ça fonctionne de manière assez fluide. Voilà, pour terminer. Alors, pour terminer, ensuite, dans Commons, on voulait aller un peu plus loin et on ira un peu plus loin. C'est que en fait, l'idée, c'est d'utiliser en fait ce lien données-publication pour être capable en fait d'intégrer les données à l'intérieur des publications et même éventuellement, dans nos rêves les plus fous, hein, mais ça c'est faisable, de les manipuler. C'est-à-dire, par exemple, vous avez une publication dans un article sur la plateforme Open Edition Journals et vous pouvez manipuler, par exemple, trier un tableau à l'intérieur de la publication. Donc, tout ça, ça sera dans un deuxième temps. Il nous faut faire déjà toute la partie qu'on a faite avec Nakala et HAL. Et ensuite, l'idée, c'est d'aller plus loin donc, et d'utiliser ce schéma TI Commons avec cette fois-ci des appels à l'API de Nakala un peu plus poussés. Donc, ça nous oblige, enfin, ça nous pousse à modifier l'API de Nakala pour pouvoir récupérer des informations plus précises sur le type de la donnée, par exemple et ensuite de l'intégrer à l'intérieur d'une publication. Donc ça, c'est déjà, ça correspond à une demande. Il y a pas mal de projets qui ont besoin de ce genre de choses. Par exemple, à l'INHA, il y a Pervizoom hein, qui a manifesté ses besoins avec de montrer des images de manière extrêmement pointue en se basant sur le protocole 3IF. Donc, on est en train d'aller vers cela. Voilà, donc c'est fini pour ma part sur le côté lien avec Nakala et HAL, et plus tard avec l'équipe Commons. Et à noter que oui, effectivement, tout ce qu'on est en train de faire là, ça permettra de construire après d'autres objets. Là, nous on appelle ça
publications avancées ou des publications complexes, mais on peut penser aussi, et là je vais lâcher le mot, hein, aux data papers, à ce genre de choses. On aura toutes les bases, en fait, toutes les briques pour pouvoir construire ça de manière automatique. Je passe la parole à Amandine. On va peut-être faire une courte pause pour prendre quelques premières questions. Alors effectivement, il y avait une question en particulier qui portait pas forcément sur Nakala, mais sur d'autres entrepôts de données. Peut-être Yannick, effectivement, revenir sur le fait que ce lien qu'on vous présente aujourd'hui entre HAL et Nakala se déploie aussi plus pour d'autres entrepôts euh, Oui, 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 d'entrepôts de données. oui, oui. Alors déjà, il y a une slide qui a disparu, mais normalement, j'avais une slide qui présentait justement un peu le calendrier, qui expliquait que c'était en production depuis juin dans Nakala. Et aujourd'hui, bien sûr, on travaille avec Recherche DataGouv. Donc en fait, là, le calendrier, bon, c'est pas pour tout de suite, parce qu'en fait, Recherche DataGouv utilise le logiciel Dataverse. Et Dataverse, dans la version actuelle qui est sur Recherche DataGouv, n'intègre pas encore Core Notify, enfin les dernières spécifications. Et donc ça, il faudra attendre. Donc c'est prévu, mais peut-être pas dans l'immédiat. Donc en fait, donc on travaille avec eux, avec Recherche DataGouv, et on a été aussi contacté par d'autres entrepôts de données qui voudraient aussi pouvoir participer à cet échange de relations et avec lesquels on va commencer à travailler début 2026. Après, on travaille aussi ces temps-ci avec Software Heritage, donc Nicolas l'a mentionné, mais donc Software Heritage aussi intègre maintenant le protocole Core Notify pour justement traiter toute la partie de relation vers des logiciels. Et donc, ça va arriver, j'espère, avant la fin de l'année, où toutes les publications qui sont en lien avec un logiciel, on va envoyer dans Software Heritage l'ensemble de ces relations pour justement enrichir la base de Software Heritage. Après, juste une petite parenthèse, parce que c'était aussi dans la slide disparue. Euh, le protocole définit le moyen d'échange. Après, il n'indique pas comment les relations doivent être traitées côté entrepôt. Donc ça, c'est vrai que chaque entrepôt traite les relations comme il le souhaite. La façon qui a été choisie entre HAL et Nakala, c'est qu'en fait, quand HAL envoie une relation à Nakala, il y a une relation réciproque qui est créée dans Nakala. Et inversement, une relation qui est créée de Nakala vers HAL, on va créer une relation réciproque. Donc, et ça, tout ça est automatique. Avec Recherche DataGouv, ça sera peut-être pas le même cas, le traitement de la notification sera peut-être pas le même. Et donc ça, faut bien comprendre que Notify permet juste de voir comment on communique entre entrepôts. Après, le traitement de l'information, c'est vraiment propre à chaque entrepôt. Voilà. Merci Yannick pour ces précisions. Pour poursuivre la question, enfin le déploiement de ce dispositif à d'autres entrepôts, il y a effectivement il y a deux questions relatives à d'autres entrepôts. Donc il y a Ortholang, mais il y a un handle et pas un DOI. Et un autre entrepôt qui est EasyData. Alors il est également évoqué OpenTeso qui fonctionne avec des arcs. Et ensuite, Nicolas, il y aura des questions pour toi spécifiques. Alors, Laquelle? enfin, juste par rapport à Exidata, on a eu des contacts en début d'année, donc Mhm. je pense que ça fera justement aussi dans les rencontres entre Equipex. Donc on avait justement discuté de ces échanges de relations. Maintenant qu'on a mis en place quelque chose qui fonctionne, on va reprendre contact avec eux. Mais en tout cas, ils faisaient partie des entrepôts cibles qu'on avait déjà identifiés. Après, pour les autres, ça, il faut qu'on échange. Après, l'histoire du handle, c'est pas forcément problématique. De toute façon, enfin, ça, c'est vraiment côté HAL. On a la possibilité pour chaque type d'entrepôt de définir quel est le type d'identifiant associé. Donc aujourd'hui, Software Heritage, c'est des suites, donc c'est un peu particulier. Donc ça, c'est vraiment pas des problèmes. On pourra régler ça. Mais en tout cas, oui, oui, tout à fait. Ça, après, on peut prendre contact pour avancer sur ces questions avec ces entrepôts. Hmm. Si je peux préciser, Vas-y, Nicolas. l'idée, enfin, euh,
le point qu'il faut comprendre, c'est que Scolix, en fait, on peut publier de plein de manières différentes. Là, aujourd'hui, comme Nakala utilise des DOI, on utilise un service mis à disposition par DataSite qui le publie à notre place. Donc, voilà, ça fait moins de développement. Et en plus, on peut espérer avoir une diffusion plus importante. Mais il serait tout à fait possible, si par exemple vous vouliez faire un lien entre HAL et Ortholang, de diffuser vous-même, le format Scolix c'est très très simple, hein, de diffuser vous-même l'information et de prévenir par exemple OpenAir pour qu'il puisse aller chercher cette information. Il y avait une question sur OpenTeso, Oui, ça exactement. je peux peut-être y répondre. Oui, je t'en prie. C'est OpenTeso, donc c'est pas tout à fait c'est pas tout à fait le même type d'information qu'on manipule dans Mm, OpenTeso, hein. OpenTeso, c'est fait pour gérer des thésaurus. mm. Et donc, a priori, je pense ça ne serait pas du lien données-publication dans ce cas-là. En revanche, on utilise évidemment des vocabulaires contrôlés, donc qui sont gérés par OpenTeso, mais qui sont éventuellement publiés sous une autre forme. Donc, pour certains thésaurus, effectivement, il y a des identifiants pour chaque entrée qui sont des identifiants ARC. Mais ça, c'est pareil, c'est un autre type d'identifiant qui est plutôt utilisé dans le monde des archives, par exemple à la BNF, mais c'est pas, on pourrait imaginer des liens si OpenTeso parlait Core, Notify, comme on l'a vu, ça serait tout à fait envisageable, hein. Euh, Mais ça serait moins, c'est pas du lien données-publication Mm, dans ce cas-là, c'est pas ça, vraiment. c'est ça. D'autant plus que sur OpenTeso, il y a donc effectivement le Thesaurus Pactol, ça, qui est déployé sur cet outil-là et que HAL propose aujourd'hui la possibilité d'ajouter des mots-clés qui sont issus de Pactols dans les publications de la discipline. Donc le lien existe déjà, mais effectivement pas au niveau du lien publication donnée. Ouais, non. La fonctionnalité est opérante pour les mots-clés. Nakala le propose aussi, Voilà. mais voilà, on le propose, on ne l'impose pas Mm, évidemment, voilà. mais c'est une possibilité. Mm. Euh, Deux questions toujours en lien avec Nakala. La première, c'est une question sur la reprise de l'antériorité entre les liens HAL et Nakala. Alors, c'est en cours. C'est en cours. Alors, l'antériorité, il faut que, comme je l'ai dit tout à l'heure, enfin, la première slide, c'était vous montrer qu'en fait, c'était dispersé dans pas mal d'endroits, mais on va récupérer autant que possible ces liens. Et par ailleurs, les liens entre HAL et Nakala préexistaient déjà. Et Yannick, on a échangé à peu près 500, ou c'était combien? Tu nous as envoyé 500 liens. C'était sur la slide disparue, tout était là. Je vais la retrouver, je vais la retrouver. Mais en fait, on a aussi fait une reprise de relations et je crois qu'en tout, oui, ça devait être 4 ou 500 relations entre Al et Nakala qui existaient et qui ont été. On a renvoyé toutes les notifications justement pour faire en sorte que Nakala ait ces relations. Et côté Open Edition, on a déjà fait un inventaire avec nos collègues d'Open Edition de ce que eux trouvaient sur les plateformes d'Open Edition comme lien vers Nakala. Et inversement, on a fait le même travail en début d'année. On a fait une grosse exploration de l'entrepôt Nakala qui ne visait pas uniquement à trouver ça, mais lors de cette exploration, on a pu identifier un certain nombre de liens vers les plateformes d'Open Edition. Merci pour. Parfois un Vas-y, je peu t'en prie. étrange, hein, parfois un peu étrange, et parfois le lien c'est le titre. Alors c'est assez bizarre, mais c'est bon, ça marche aussi. Merci Nicolas pour cette précision. Il y a encore d'autres questions, alors plus techniques sur Nakala. Une première question, c'est donc les liens HAL et Nakala sont possibles via les DOI. Oui. Bah, Comment? oui, oui, alors Oui. c'est depuis HAL, vous liez avec un Voilà. DOI de Nakala, et depuis Nakala, vous liez avec un identifiant HAL. Voilà. Donc là, dans le cas où on a une collection dans Nakala qui a un ID mais pas de DOI, quelle est la marche à suivre? Quelle est la bonne pratique? Ah, ben voilà une question intéressante. Alors, pour l'instant, dans Nakala, effectivement, les collections n'ont pas de DOI publié, pardon. Donc,
On ne peut pas faire de lien depuis HAL vers une collection de Nakala. Mais c'est quelque chose sur lequel on travaille parce on a des besoins par ailleurs aussi sur cette notion de collection ou d'objets qui regrouperaient des publications, des objets déposés dans Nakala. Mais pour l'instant, c'est pas possible. Mais c'est envisageable pour le futur. Donc rendez-vous, Je ne vais pas m'engager à la place de non, mes collègues, mais en mais tous les cas, on dans le réfléchit à, futur. voilà, parce que la notion de collection est un objet qui n'est pas stable, qui est mouvant, qui peut être à tout moment être détruit. Alors que quand vous publiez un objet dans Nakala, pour le détruire, il faut demander à l'équipe de Nakala de faire la destruction. Vous ne pouvez pas manipuler vous-même. La collection, c'est vraiment un objet intellectuel qui permet de regrouper les choses, mais qui n'est pas maîtrisé aussi bien que les dépôts, Ce qui rejoint la définition d'une collection d'Orwell, par exemple. par exemple. Mais c'est un vrai sujet, hein. Je sais qu'il y a d'autres entrepôts au niveau européen qui se posent des questions aussi sur comment gérer ces collections. Mhm. Tout à fait. Alors, une autre question un peu plus technique et peut-être rapidement d'apporter une réponse. Pour les projets de recherche, donc notre auditrice précise qu'il n'était pas possible, elle avait cru comprendre qu'il n'était pas possible de créer un compte projet sur Nakala, car celui-ci doit être personnel. En revanche, il est possible d'intégrer les producteurs et productrices de données dans leur propre compte HumanID. HumanID. L'idée est donc de créer une liste dans laquelle ajouter les membres du projet. La relation avec HAL fonctionne-t-elle toujours dans ce cas-là? Y a-t-il une procédure spécifique pour les projets de recherche? Alors non, c'est vrai qu'aujourd'hui, la vision de Nakala, et qui ressemble beaucoup à celle de HAL, hein, ce n'est pas un projet qui dépose, ce n'est pas une entité qui dépose, ce sont des personnes. Alors ensuite, il y a moyen, par exemple, effectivement, de lier des données à des autres personnes, mais c'est vraiment la personne qui est déposante et propriétaire du dépôt qui peut faire le lien. Alors il peut y avoir des copropriétés, hein, ça c'est pas. Mais pourquoi est-ce que on associe le dépôt à une personne? Tout bêtement pour des respects de la législation aussi, hein, en particulier le RGPD et que c'est une personne qui signe les conditions générales d'utilisation, ce n'est pas une entité. Donc voilà, ça c'est. Donc il n'y a pas de procédure. Pour répondre plus précisément à la question, il n'y a pas de procédure pour les projets de recherche. C'est une personne du projet de recherche qui va effectuer le lien. Mm. Et on est en train de travailler aussi sur alors quelque chose qui est un peu parallèle, hein, c'est travailler sur les affiliations. Et ça, je sais que c'est un sujet aussi pour Al, hein. C'est quelque chose qui n'est pas très simple. Donc, dans Nakala aujourd'hui, il n'y a pas d'affiliation associée à une personne qui dépose des données dans Nakala. Donc, on est en train de travailler sur ce sujet. Alors, ça correspond à plusieurs besoins, hein. Ça correspond aux besoins aussi des entités, des universités, des projets qui déposent dans Nakala, d'avoir une visibilité à eux. Et aussi, pour nous, de compléter de l'information et, comme l'a signalé Yannick, de donner aussi de la confiance, du crédit et tout ce qui va avec la publication de données. Merci Nicolas. Une toute dernière question sur l'interopérabilité avec GitHub, où des données en CSV, par exemple, se déposent facilement. Peut-être Yannick le lien avec... Euh, Par rapport, j'ai pas La forcément. question, c'était est-ce qu'il y a une interopérabilité avec GitHub où les données en CSV se déposent Ah, facilement? non, non, aujourd'hui, non, c'est vrai on est uniquement sur les entrepôts plutôt institutionnels, mais non, il n'y a pas de lien avec GitHub. Donc, Dans Nakala, vous pouvez déposer des CSV sans problème. Il y a même Oui, un un viewer, visualiseur, c'est ça. Mm. mm, mais c'est pas tout à fait. On n'a pas de lien particulier avec ni GitLab ni GitHub pour le moment. mm. Donc là, l'idée vraiment, c'est de s'adosser à des entrepôts de données institutionnels qui proposent des identifiants pérennes, en particulier principalement aujourd'hui le DOI, pour pouvoir faire ce lien de manière pérenne, sécurisée, sans erreur.
Il y a une dernière réflexion, mais effectivement, c'est à prendre en considération de notre côté, c'est qu'un thésaurus peut aussi être considéré comme une publication lorsqu'il a été créé dans le cadre d'un projet de recherche. Donc, merci pour cette précision. Oui, oui, il y a même parfois, on nous demande de donner des DOI à des sites web Mm, et le résultat parfois d'un projet de recherche. Et là, mm, évidemment, c'est quelque chose sur lequel, enfin, on ne donne pas des DOI de Nakala parce que c'est pas le but, mais on voit qu'il y a des nouveaux besoins mm, qui qui émerge. apparaissent et Mm, qu'il faudra prendre en compte. Oui. mm, effectivement. Donc merci pour ce partage-là. Je vais maintenant passer la parole à Amandine qui va donner de la matière du corps à ce maillage technique, à ce substrat technique dont a parlé Nicolas et qui va présenter comment un projet ERC s'est approprié les dispositifs proposés par les infrastructures. Donc merci beaucoup Amandine, je te passe la parole. Merci Hélène, et puis merci Nicolas et Yannick pour cette présentation technique. J'ai le dessous le dessous des cartes pour ce que j'utilise moi au quotidien. Hélène, si tu veux bien tout de suite mettre la slide suivante. Donc, ce que je vous propose d'abord, c'est de vous faire un petit état des lieux de ce qu'est ce projet d'ARMA, mais de façon très très concise, parce que le but n'est pas de vous présenter la recherche qui est menée, ni les réponses à la question de recherche de ce projet, mais bien de vous montrer comment ce gros projet européen a utilisé différentes infrastructures et différents outils, notamment proposés par Humanum et HAL, pour justement répondre à ces questions de recherche. Donc, le projet d'ARMA met en lien plusieurs grandes institutions. Il y a le CNRS pour Paris, il y a l'École française d'Extrême-Orient, aussi bien celle de Paris que les différents centres qui sont en Asie du Sud et du Sud-Est. Il y a également l'université Humboldt de Berlin et aussi l'Orientale de Naples. Donc, vous voyez, c'est un projet synergie. Donc, il y a plusieurs entités qui gèrent ce gros projet. Et l'objectif principal est de comprendre, on va dire, comment la religion hindoue s'est développée en Asie du Sud et du Sud-Est, notamment à partir des sources écrites. Et l'objectif principal de ce projet, c'est d'obtenir à la fin une base de données d'édition de textes. Donc, comme vous le savez, pour produire enfin, la publication de données, enfin, ou en tout cas leur dépôt en entrepôt, prend du temps, puisqu'il faut d'abord la créer, ensuite il faut la traiter, faire en sorte qu'elle réponde aux principes FAIR. Et donc, dans ce schéma, j'ai essayé de vous représenter un peu le cycle de vie de la donnée et comment ça se présente au sein du projet d'ARMA. Donc, si on part en haut à gauche, on a tout d'abord la planification du projet avec un plan de gestion des données qui essaye de respecter les principes FAIR, évidemment. Et donc, l'ensemble de ces documents, on a eu recours notamment à la plateforme Humanum et par l'outil ShareDocs, notamment où on travaille, on peut s'échanger des documents internes. Et il y a eu pas mal de choses qui ont été faites, qui ont été déposées sur HAL aussi en pré-publication, qui sont des documents dont les personnes du projet se servent pour créer les éditions de texte. Donc aujourd'hui, les données que je vais vous présenter ne sont pas ces textes qui vont à terme être aussi déposés en tant que données dans des entrepôts. Là, je vais vous présenter plutôt les données matérielles ou concrètes qui permettent de créer ces éditions de texte. Donc je vais plutôt vous parler de plaques de cuivre, de stèles et enfin, tous ces documents épigraphiques qu'on est obligé de collecter pour pouvoir créer les textes. Donc, pour faire ces éditions de texte qui nous permettent de reconstruire un peu l'histoire de l'Asie du Sud et du Sud-Est, les membres du projet partent régulièrement en mission pour justement documenter et voir ces artefacts ou objets sur lesquels les textes sont inscrits. Donc, ça peut être soit des manuscrits qui sont sur des feuilles de palme, par exemple, ou des plaques de cuivre ou des stèles qui donc sont situées un peu partout en Inde ou aussi à Java ou au Cambodge, etc. Une fois qu'on a récolté ces données, donc soit les données sont collectées par les chercheurs eux-mêmes, soit elles sont accompagnées de la Visual Data Manager qui prend notamment les photos et qui s'occupe justement de déposer les photos euh, dans les entrepôts, notamment Nakala. Et les chercheurs aussi, pendant ce temps, c'est-à-dire que la donnée n'est pas forcément encore publiée ou déposée en entrepôt, que les chercheurs continuent quand même leurs recherches et peuvent éventuellement
créer des traductions, des commentaires ou rédiger des articles qu'ils vont pouvoir publier et déposer dans HAL. Et une fois que le projet arrivera à la fin, donc on n'y est pas encore, mais ça ne saurait tarder puisque c'est prévu pour fin 2026, toutes les données seront déposées en entrepôt, toutes les publications seront aussi déposées en archive ouverte. Et donc là, on aura le projet qui sera clos et les données pourront être réutilisées. On peut peut-être passer à la slide suivante. Je vais vous montrer un peu comment ça se passe pendant que le projet est en cours. Donc par exemple, pour un exemple de collecte de données, on va partir en mission. Donc là, vous avez une photo de mes collègues qui sont en train de prendre en photo une plaque de cuivre sur laquelle il y a un texte inscrit. Ce texte, on va en faire une édition critique, mais tout ce qui est cette photo d'objets, on va donc, les stocker ensuite dans un entrepôt. On va aussi produire des métadonnées autour, puisque on a besoin d'avoir les mesures de ces plaques de cuivre, par exemple, le nombre de lignes qui sont inscrites sur chaque face, pour pouvoir déterminer, enfin, permettre de reconnaître les textes par rapport à d'autres catalogues, etc. Donc, c'est vraiment important de documenter et d'avoir des données autour de ces objets, donc des métadonnées. Quand on part en mission, un moyen de rendre visible justement ce travail de création de la donnée, en général, on fait des billets sur le carnet de recherche du projet. Donc, vous avez une slide, une capture d'écran d'un de ces billets, par exemple, qui se retrouve ensuite déposé aussi dans HAL. Donc, ça permet de documenter et de rendre visible comment les données ont été créées, du coup, de garder aussi une trace de l'historique de cette donnée. On peut passer à la slide suivante. Ah non, juste avant, voilà. Donc, comme je vous le disais, donc il y a ce billet de blog qui est juste, on va dire, un côté narratif de comment on crée les données pour ce projet d'ARMA. Et ensuite, il y a toute la partie technique qui consiste à remplir des tableaux de métadonnées qui expliquent, voilà, qui donnent les mesures de cette plaque de cuivre, le titre du texte, à quelle période il correspond, etc. Donc, des données, on va dire, qui vont pouvoir être utilisées pour des publications scientifiques. Et les photos sont déposées dans des entrepôts. Donc ici, c'est l'entrepôt d'Inomena. Ce qui nous importe, c'est d'obtenir notamment un DOI qui permettra du coup de faire une référence à cette donnée. On peut passer à la slide suivante. Donc là, c'était le premier exemple. Juste, on a un billet de blog, les tableaux de métadonnées et la donnée qui est déposée en entrepôt, enfin donc ces photos qui sont déposées en entrepôt. Un autre exemple, oui, ça peut être d'aller un peu plus en profondeur puisque on peut aussi créer une publication alors que les données ne sont pas encore totalement exploitées ou elles ne seront exploitées que de manière partielle. Donc l'autre exemple, c'est une autre mission de terrain qui a été effectuée, lors de laquelle on a visité un musée d'une petite université qui avait une petite collection de plaques de cuivre, mais qui n'avait pas de catalogue répertoriant en fait sa collection. Donc, on a passé un accord avec les personnes de l'université pour prendre en photo ces artefacts et les documenter en créant un catalogue. Le catalogue a été déposé sur HAL en tant que prépublication et les photos des plaques qui ont été prises ont été déposées dans un entrepôt de données. L'avantage de documenter de cette manière l'ensemble de la création des données, c'est que, par exemple ici, on va favoriser la réutilisation de données parce que dans cette université, donc dans ce petit musée d'université, il n'y avait que certains documents ou certains objets qui intéressaient le projet d'ARMA. Et il y avait plusieurs objets bon, sur lesquels on n'a pas le temps, entre guillemets, de s'attarder puisque ça ne correspond pas à nos objectifs. Mais en publiant ce catalogue en prépublication sur HAL, on permet à d'autres chercheurs qui travaillent sur d'autres dynasties, par exemple, de découvrir, ah ben en fait, il existe un document de cette dynastie qui est dans ce musée, je ne le savais pas parce que justement, ils n'ont pas de catalogue. Donc, c'est juste pour vous donner un exemple de l'intérêt de documenter toutes les étapes de la création de la donnée. Alors, on peut passer à l'étape suivante. Et donc, ce que HAL a mis en place permet aussi justement
de favoriser cette réutilisation et de rendre visible l'ensemble des données accessibles. Donc, par exemple, le billet de blog a été déposé le billet de carnet de recherche a été déposé sur HAL, et quand vous allez sur ce dépôt, parce qu'on a rentré les liens qui existent entre ce billet et le catalogue et le jeu de données, la personne qui tombe sur ce billet de blog ou la personne qui tombe sur le catalogue va pouvoir se dire, ah tiens, d'où est né ce catalogue? Ah, mais j'ai un petit récit, je sais maintenant que c'est suite à une mission qui a eu lieu en 2024, mais je peux aussi aller directement voir les données et trouver les inscriptions, par exemple, qui m'intéressent et que je voudrais publier. Donc, vous voyez que les liens qui ont été présentés précédemment, en fait, ça permet vraiment de créer toute une histoire autour de la donnée et autour de la recherche et de voilà, donner vie au projet et de voir en fait ce que font les chercheurs. En fait, c'est pas que le produit fini qui est la publication. Il y a plein de choses qui ont été faites au préalable et qui vont pouvoir être réutilisées par d'autres chercheurs par la suite. On peut passer à la slide suivante. Alors là, je vais vous présenter un exemple vraiment de la fonctionnalité qui a été présentée par Yannick et par Nicolas, qui est donc le lien entre Nakala et une publication. Donc, au sein du projet Dharma, je ne l'ai peut-être pas dit parce que j'étais un peu trop rapide, je pense, sur la présentation du projet. On a donc des chercheurs, des doctorants, des postdoctorants. On a une Visual Data Manager, on a un Data Manager aussi. Donc, on a vraiment des fonctions diverses. Et ici, par exemple, vous avez un jeu de données qui a été déposé par Adeline Levivier, qui est donc notre Visual Data Manager. Donc, c'est elle qui a pris les photos de l'objet qui nous intéresse. C'est elle qui a déposé ce dataset dans Nakala et qui lui a attribué donc l'identifiant qui correspond à la façon de nommer les fichiers au sein du projet Dharma. Donc peut-être sur la suivante, j'ai mis des petites flèches ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc l'avantage du dépôt dans Nakala, c'est donc qu'on va obtenir un DOI. Et comme vous le voyez, donc l'auteur de ce jeu de ce dataset, de ce dépôt, c'est Adeline Levivier. Et on voit en dessous qu'elle a indiqué qu'il s'agissait du projet Dharma. Donc comme ça, on sait un peu d'où viennent ces données. Si on passe à la slide suivante, vous avez ici une capture d'écran d'une publication qui a été créée par Chloé Chollet, donc une doctorante du projet, qui est actuellement donc une publication qui est actuellement sous embargo pour respecter la politique du journal, donc le bulletin d'École française d'Extrême-Orient. Et même si donc, le dépôt, cette publication est le résultat, il appartient à Chloé Chollet. Mais vous pouvez voir que il est tout à fait possible, même si ce sont deux personnes différentes, de lier à la fois les photos qui ont permis la publication et la publication qui renvoie aux photos. Donc en haut, vous voyez que le lien qui est affiché, qui permet de savoir que cette publication, même si pour l'instant elle est en embargo, a été créée grâce notamment à un jeu de données qui est déposé dans Nakala. Donc on voit bien le petit logo qui nous permet de savoir d'où ça vient. Et quand on va sur Nakala, si on va sur ce jeu de données justement, on voit aussi que la donnée est citée par un document HAL qu'on peut aller consulter. Moi, ce que je trouve vraiment très utile en tant que chercheur dans ce lien réciproque, c'est que quand je vais tomber sur la publication qui va m'intéresser, je vais pouvoir la lire, me dire, ah tiens, elle a utilisé ce jeu de données, je vais aller voir le jeu de données. Quand je vais arriver sur Nakala, je vais avoir des choses qui sont aussi de l'information supplémentaire. Je vais voir notamment qu'il y a une collection qui s'appelle Corpus des inscriptions Khmer. Je vais voir aussi qu'il y a une collection qui s'appelle Dharma. Et avec tout ça, je vais pouvoir me dire, ah ben tiens, peut-être que moi aussi, je travaille sur le Cambodge et donc j'ai peut-être aussi quelque chose qui va m'intéresser dans ces données qui ont été créées. Et donc, entre guillemets, tous les efforts et l'argent qui a été dépensé pour créer ces données, hein, puisque des missions de terrain, c'est quand même pas gratuit, il faut le dire. Donc, va être utilisé à bon escient et on va pouvoir comme ça cumuler un peu plus de recherche. Et l'avantage aussi, par exemple, sur un jeu de données comme celui-ci, c'est donc de l'épigraphie. Donc, il s'agit de déchiffrer des textes qui sont inscrits sur une pierre. C'est toujours utile d'avoir une autre lecture et il y a beaucoup
de publications scientifiques en épigraphie qui sont en fait une relecture d'un texte qui a été lu une première fois par un chercheur et un autre chercheur relit et trouve que bon, finalement, tel mot qu'on ne voyait pas très bien, il pense que ça peut être tel autre mot, etc. Donc, voilà, on fait de l'accumulation de connaissances et l'amélioration de nos connaissances, notamment en histoire, pour nous, c'est très important. Donc là, c'est fini ma petite présentation sur les liens, enfin sur la façon dont le projet d'Arma utilise les différents outils à sa disposition. Et j'ai oublié de préciser effectivement que entre le lien Nakala et le lien HAL, ce qui est très intéressant, c'est que par exemple, si c'est Adeline qui a déposé les photos et qu'elle sait que ces photos sont utilisées par Chloé, il suffit qu'elle crée le lien et le lien sera fait automatiquement sur le dépôt de Chloé. Et inversement, si c'est Chloé qui sait très bien elle a utilisé tel jeu de données déposé par Adeline, il suffit qu'elle mette le lien et ce se fait de façon réciproque, ce qui est quand même très très pratique et qui est un gain de temps phénoménal pour les chercheurs, je pense. Et je voulais terminer juste sur une petite réflexion que toutes ces fonctionnalités euh, nous permettent. C'est cette idée, donc vous en avez un peu parlé, Nicolas et Yannick, d'avoir par la suite des publications, donc, je dirais, augmentées, et qui seraient vraiment le rêve de tous les chercheurs, à savoir que quand on clique sur une référence qui est donnée dans un article, on tombe directement sur la référence, que quand on clique sur une donnée qui est citée dans un article, on tombe directement dessus. Et effectivement, je pense que c'est une demande des chercheurs et un besoin aujourd'hui d'avoir accès le plus facilement possible, voilà, à ce qui a permis la création de la publication afin de pouvoir la poursuivre, donc poursuivre la recherche ou réévaluer cette recherche, hein, réutiliser les données et donner son propre avis en les étudiant. Et oui, la possibilité d'avoir des tableaux, ce serait vraiment extraordinaire, parce qu'on travaille beaucoup avec des oui, tableaux de données. Donc, j'espère qu'effectivement, nous aurons toutes ces fonctionnalités à venir. Merci beaucoup, Amandine. On termine sur cette dernière slide avec les liens vers Oui, pardon. le carnet de recherche du projet Dharma ainsi que les différentes collections HAL et Nakala associées à ce projet avec la base de données également. Merci pour avoir illustré justement hein, ce lien publication-données qui, j'espère que nous vous l'avons montré, ne doit pas être qu'une simple formalité administrative et que l'ensemble des outils techniques euh, formats standards qui peuvent paraître parfois un peu compliqués à comprendre participent justement de faciliter la mise en œuvre de ce lien et contribuent à créer un maillage, un ensemble, un écosystème qui va relier différentes plateformes qui vous sont proposées au niveau de notre environnement, au niveau de l'enseignement supérieur et la recherche, et là en particulier au niveau des SHS. Je me permets de rappeler justement par rapport à ce qu'expliquait Amandine sur l'importance que revêt ce lien dans la mesure où il permet aussi de rendre visible le travail de collecte de ces données, de description de ces données et de créditer, de citer les personnels qui sont en charge de la création de ces ensembles de jeux de données, ce qui est un travail parfois invisible, mais néanmoins absolument nécessaire. Et c'est vrai que, Amandine, tu précisais tout à l'heure qu'il y avait, alors j'aurais pour toi une première question qui était sur les collègues avec lesquels tu travailles, à la fois un visual data manager et un data manager. Et avant de prendre les questions qui sont dans le module, de savoir un petit peu quelle est la différence entre un visual data manager et un data manager et comment est-ce que vous arrivez à travailler tous ensemble? Oui, alors, étant donné que le projet, donc le délivrable attendu est une base de données d'édition de texte, des textes qui sont produits à partir de documents qui sont donc des artefacts, des feuilles de manuscrits ou des plaques de cuivre ou des stèles. Donc le data manager s'occupe de la base de données, on va dire, des textes, donc la manière dont on fait les éditions critiques. Et il travaille aussi à implémenter justement le lien vers les données qui ont créé
qui ont créé ces éditions de texte. La Visual Data Manager s'occupe principalement justement de toute la documentation visuelle, donc le traitement de toutes les photos. Elle fait aussi de la photogrammétrie, la modélisation 3D de ces photos. Donc on est très content d'avoir des entrepôts de données aussi qui donnent accès à une visionneuse. Ce qui est génial pour nous, c'est parce que du coup, on peut juste avec le lien aller sur la photo, zoomer et pouvoir lire le texte qui est inscrit sur la stèle ou sur le manuscrit ou sur la plaque de cuivre. Donc, et on a aussi, alors là, je sais que pour la Visual Data Manager, on est encore en recherche, il me semble, du, du moyen de mettre en accès ces visualisations 3D de stèles, etc. Et donc on a, oui, ils ont chacun leurs objectifs et leurs tâches. Et donc généralement, oui, les chercheurs partent en mission accompagnés de la Visual Data Manager qui s'occupe de prendre les photos sur place. Et le data manager est plutôt sur la base de données, et donc on est en contact avec lui quand on édite les textes notamment. Merci Si pour je ces peux ajouter précisions. un Vas-y, petit Nicolas, je élément, t'en prie. oui, pour les données 3D, on réfléchit à un visualiseur dans Nakala. La difficulté, c'est que les formats 3D sont, il y en a beaucoup. Il y a vraiment beaucoup de types de formats 3D. Et donc, nous, on réfléchit avec le consortium 3D qui est financé par Humanum pour cela. Mais peut-être aussi aller voir de leur côté, ils ont un entrepôt spécialisé pour les données 3D. Donc, peut-être voir avec eux aussi pour ces types de données. Enfin, en général, Nakala, c'est un entrepôt généraliste. Et pour les données, par exemple, en linguistique, on redirige vers Ortolang, qui a déjà été cité auparavant. Pour les données 3D, on redirige vers le conservatoire 3D. Donc, voilà. Oui, je crois que c'est ça qu'elle utilise justement, oui. Voilà, bon, on est comme tout de même en réflexion, mais c'est vrai que c'est pas un sujet ultra simple. Il y a pas une convergence vers un format aujourd'hui qui soit commun. Et on se rend compte avec ce retour d'expérience et le travail aussi que vous avez évoqué sur EOS Pillar, de la nécessité aussi d'avoir des standards, des formats qui soient adoptés largement par les communautés, ce qui permet justement, ce qui facilite l'interopérabilité et ce maillage et ce substrat technique que nos infrastructures mettent à disposition des chercheurs. Une question concernant de nouveau, hein, pour aller un peu plus loin sur la question du data manager et visual data manager, avec une question d'une auditrice qui demande si ces personnels-là ont été embauchés dès le début du projet Dharma. Alors oui, malheureusement, on est un peu aussi sous le coup des législations. Donc le projet d'Arma devait durer seulement 5 ans. Finalement, il dure un peu plus que ça. Donc après, ça n'a pas pu être renouvelé de manière continue, c'est-à-dire que par exemple le data manager du début du projet a dû être remplacé par un second data manager. Après, ça a suivi aussi le cours du projet, ce qui n'est pas une mauvaise chose puisque les objectifs étaient, enfin, ont changé au fil du temps, évidemment, hein, entre la création des éditions et puis après la création d'un site web avec possibilité de chercher de manière large dans ce site web, ça ne fait pas forcément appel aux mêmes compétences. Donc finalement, on a eu deux data managers différents. Pour la Visual Data Manager, ça passait un peu autrement. C'est qu'effectivement, il était plus possible de la recruter, si j'ai bien compris, sur le projet d'Arma parce qu'au bout d'un certain temps, sinon, il faut créer un poste fixe de fonctionnaire. C'est des projets qui sont financés sur des temps délimités, donc ça pose problème. Donc on passe par des prestations de services maintenant. Mais oui, l'idéal, c'est quand même d'avoir un suivi pour ce genre de sujet, oui, pour que les standards restent justement et qu'il y ait une cohérence tout au long du projet. Mhm. Pour qu'il y ait une véritable continuité, Ouais, effectivement, ouais, comme ouais. tu le disais, une cohérence. Sur, voilà, pour la façon de nommer les fichiers, Mm, façon de les mm, stocker. De les documenter, quelles métadonnées mm, on indique, etc. Donc, oui. mm. Donc effectivement, de la nécessité de documenter au maximum le travail qui est mené sur la structuration des données qui sont produites et leur définition et leur description afin qu'il y ait de la Oui, le cohérence tout vocabulaire au long du contrôlé projet. aussi, on a beaucoup Le réfléchi à ça, vocabulaire, oui, de etc. Oui, oui, c'est des quel vraies mot on allait questions. utiliser pour décrire les objets qu'on prenait en photo, pour donner des noms sur les écritures qui sont Mm, aussi utilisées sur ces objets. Enfin, oui,
il y avait une remarque sur le thésaurus. Oui, c'est un projet de recherche de ce type, oui, balaye de nombreux champs et est obligé d'avoir cette réflexion du vocabulaire contrôlé et du standard, parce que sinon on ne peut pas s'entendre entre nous non plus. Donc il faut, oui, oui, c'est Essentiel. ouais, essentiel. Et c'est du travail qui est mené au bénéfice, enfin, pour un bénéfice sur le long terme aussi. C'est pas du, oui, on peut Oui, parfois penser que c'est du temps consacré à ça, alors qu'il y a tant d'autres choses à faire par ailleurs. Néanmoins, cela reste absolument nécessaire pour après que le projet vive sa vie. on est une étape sur d'autres, parce que je l'ai pas mentionné au début, mais le projet d'Arma réutilise aussi des données qui ont déjà été créées par un autre projet qui s'appelle SIDAM notamment, qui avait déjà eu aussi une réflexion sur la façon d'encoder les textes et de faire des éditions critiques. Donc voilà, c'est une continuité. Entre guillemets, on cherche à améliorer ce qui a déjà été créé. Et, enfin, voilà. Et le but, c'est que d'autres personnes réutilisent ce qui a été créé pour améliorer aussi. Voilà. Merci beaucoup, Amandine. Si vous avez d'autres questions sur Dharma et le travail qui est mené dans ce cadre, n'hésitez pas à vous emparer du module questions-réponses. Une petite question support Humanum. Pour toi, Nicolas, quelle est l'adresse de contact pour les créations de comptes et les problèmes de création de comptes? Alors, il y Un a peu de SAV en direct. la- alors, à Humanum, la création d'un compte se passe par ce qu'on appelle le Human ID, donc notre système d'identifiant centralisé. Et ensuite, il faut faire la demande. Donc ça, c'est un compte global. Et après, il faut effectuer une demande pour accéder aux services dont on a besoin, par exemple ShareDoc, par exemple Nakala, par exemple Mattermost. Donc il suffit en fait de se créer un compte. Vous allez dans documentation.humanum.fr et vous allez trouver toute cette information normalement. Je mets le lien dans le chat. Il n'y a pas une personne en particulier, hein, c'est une équipe. Donc voilà, je mets le lien pour le SAV, comme tu dis, Hélène. Merci Nicolas. Alors, une question sur Nakala. Alors, peut-on considérer Nakala comme une évolution de Tropi ou bien est-ce distinct? Tropi, Tropy. qui est Tropi? Euh, Voilà, qui est Tropi? donc je pense, C'est non, non, un c'est logiciel de Nakalas. gestion d'images, si mes souvenirs sont bons, que j'ai essayé de Oula. prendre en main. Non, mais Nakala, en fait, il y a eu une première version il y a une dizaine d'années qui utilisait des technologies très différentes et une refonte a été faite en 2020. Yannick, hein, tu étais, je crois que tu étais là. C'est Même un ça. peu avant 2020, je crois. Donc, une refonte basée sur d'autres technologies et cette fois une interface beaucoup plus élaborée. Enfin, et Nakala, et il y a beaucoup d'images dans Nakala. Maintenant, on le sait on a fait cette exploration. Cette année, on sait qu'il y a 70% d'images dans Nakala. Mais non, ce n'est pas une évolution de Tropy. Par contre, on se tient informé sur tout ce tourne autour des visualiseurs d'images et des choses qu'on pourrait faire avec les images. On expérimente aussi un outil qui a été développé dans le cadre d'un consortium d'Humanum qui permet ça pourrait être utile à Amandine, qui permet de trouver des formes à l'intérieur d'une image. Par exemple, pour des archéologues, elle a trouvé un éléphant. Alors, en l'occurrence, c'est plutôt un lion qu'elle cherchait chez nous, Léa, sur des bas-reliefs. Donc, on essaie d'intégrer au fur et à mesure toutes ces évolutions, ce qui tourne autour de l'image, dans la mesure où, en plus, Nakala est vraiment peuplé énormément d'images. Merci Nicolas. Et je vais prendre une toute dernière question, là qui concerne toujours, là plutôt Humanum, la question qui porte sur les normes de sécurité informatique sur ShareDoc et Nakala. Alors, comment c'est formulé? Sur Humanum, ShareDoc et Nakala, quelles Ah, sont les normes d'accord. de sécurité informatique? Et c'est la Alors, toute dernière question. on a les normes de sécurité, on est en train de faire, comment dire, labelliser notre infrastructure et les services par les services de la DSI du CNRS, hein. Donc ça, c'est quelque chose qui est en cours.
Et sinon, ben, on a tout un tas de bonnes pratiques. On est protégé euh, par des équipements assez coûteux d'ailleurs, hein, un pare-feu qui est assez coûteux, un bastion. Et pour ce qui est de sécurité de données, on fait des recopies aussi, hein, tout comme HAL fait aujourd'hui des recopies ailleurs. Donc là, oui, effectivement, on essaye de se mettre dans la partie normative proposée par le cadre du CNRS, de la DSI du CNRS, en fait. Mhm. On essaye, non, on est en processus. Vous êtes en processus. Euh, C'est assez long hein, comme processus, mais... Et on a déposé aussi notre dossier de certification au CORTRES-SIL qui donc est en deuxième phase hein, après la première salve de revue des reviewers. Nous sommes maintenant en deuxième partie. On attend leurs remarques ou la certification. On croise les doigts. Merci beaucoup. Merci à tous les trois pour avoir assuré cette présentation. Je relais les remerciements des participants et en particulier à toi, Amandine, euh, avec une remarque en disant que c'était un très beau retour d'expérience. Donc, merci. Euh, Merci Merci à beaucoup. vous d'avoir été nombreux et nombreuses aujourd'hui pour ce dernier numéro de l'année. Nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine sur d'autres sujets. Le programme vous sera présenté euh, début 2026. En attendant, vous pouvez retrouver de la documentation. Alors là, il a été question de documentation sur Humanum. Il y a aussi la documentation sur HAL que vous pouvez consulter pour la mise en œuvre vraiment pas à pas de ce lien publication de données et avec également des éléments de contexte pour bien comprendre donc effectivement, dans quelle mesure, dans quel contexte ce lien a été mis en place, ainsi que des précisions sur les types de relations. Donc, n'hésitez pas à vous référer à cette documentation-là, ainsi qu'à notre fiche pratique essentielle de HAL enfin, consacrée au lien entre publication et données. À nouveau et enfin, dernier remerciement à la modération, mes collègues dans l'arrière-boutique qui assurent le suivi des échanges. Vous souhaite une bonne fin d'année 2025 et de bien en avance, mais on y est presque, de bonnes fêtes de fin d'année et j'aurai plaisir à vous retrouver l'année prochaine pour de nouveaux numéros de Parlons Sciences Ouvertes. Merci beaucoup.